très heureux et surtout très honoré de recevoir aujourd'hui le docteur Marie-Jeanne Huidard, que je connais un petit peu d'ailleurs, et qui va nous entretenir cet après-midi donc de la situation sanitaire à Gaza, mais elle va replacer tout ça dans son contexte, je crois, politique, économique et social, parce qu'évidemment, l'un ne peut pas se comprendre sans l'autre, tout étant lié, évidemment, hein, ça forme système, hein, comme on dirait. Voilà. Alors, le docteur Huidard, en fait, est non seulement médecin, elle est aussi sociologue, et alors, un de ses collègues m'a fait la confidence qu'elle était également très calée en mathématiques, si j'ai bien compris. Voilà, donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a, comment dirais-je, des intérêts assez universels, mais pas seulement au niveau du savoir. Et si je puis résumer un petit peu la vision, en tout cas, que j'ai de sa vie, pour ce que j'en connais, ça dit très très peu de choses, je dirais qu'elle sait que, bon, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais ça ne se limite pas là. C'est que conscience sans action ne serait que vanité. Donc je crois que les trois termes sont importants dans son existence. Hein, il faut savoir, il faut prendre conscience de quelque chose, mais alors quand on a pris conscience de quelque chose, c'est que l'on possède un certain nombre de compétences, on ne laisse pas pourrir, je dirais, ou végéter, il s'agit d'agir. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a, comment dirais-je, un idéal humaniste, parce qu'elle a décidé, et ça c'est vraiment un choix de vie, de travailler dans sa pratique quotidienne dans des milieux plutôt défavorisés, issus d'immigration, que ce soit à Saint-Gilles ou à Forêt. D'autre part, je l'ai vu également travailler à titre tout à fait bénévole pour les sans-papiers, dont nous avons pu parler hier avec le président de la Ligue des droits de l'homme, pour ceux qui étaient là. Et je peux vous dire que non seulement elle consacre beaucoup de temps justement aux plus démunis, mais qu'en plus de ça, je me souviens qu'elle payait avec d'autres médecins les médicaments en plus. Donc non seulement le travail était gratuit, c'est un travail harassant qui s'ajoutait à leur pratique quotidienne, hein, mais en plus de ça, il fallait payer les médicaments. Donc je vous dis, c'est quand même quelque chose qui me semble tout à fait admirable. Et alors, troisième élément, outre sa pratique quotidienne et de temps en temps, hélas, le fait de pouvoir s'occuper des sans-papiers, c'est d'être parti avec quelques autres médecins en mission, si je puis dire. Je ne veux pas utiliser ce mot parce que ce mot a peut-être des relents religieux que je ne voudrais pas mettre. Donc, dans les territoires occupés de Gaza, et c'est ce dont elle va nous entretenir donc aujourd'hui. Voilà, donc je vais lui céder la parole. Si j'ai bien compris, il y aura d'abord une partie pour resituer peut-être un petit peu la situation, et puis ensuite, bien entendu, après avoir expliqué la situation sanitaire en particulier, puisque c'est son métier, donc non seulement elle est compétente, mais en plus ça, elle était témoin, c'est à ce titre-là surtout que je l'ai invitée, elle pourra, dans le cadre d'un débat, répondre à vos questions. Donc moi, je trouve que dans le cadre d'un cours d'histoire, ça me semble très intéressant de montrer que l'histoire, c'est pas seulement Rome, la Grèce, l'Égypte, mais que l'histoire ne s'arrête jamais et que l'histoire, c'est encore aujourd'hui. Voilà, ça me semble assez important. Donc je lui cède la parole. Voilà, merci. Je suis un peu, je rougirais presque. C'est pas trop un peu élogieuse là. Attendez, parce que là tout à coup il démarre trop vite. Voilà. Donc je fais partie d'un groupe qui anciennement s'appelait le groupe Palestine Santé, mais nous avons changé le nom parce que nous pensions qu'avec ce nom nous aurions de plus en plus de difficultés à obtenir des autorisations pour entrer à Gaza de la part des autorités israéliennes, et donc nous avons pris un nom un petit peu plus neutre qui est Groupe Proche-Orient Santé. Nous y sommes allés il y a un mois. C'est la troisième fois que nous faisons un séjour à Gaza, et je vais me limiter à Gaza. C'est vrai que nous avons été à deux reprises en Cisjordanie, où la situation est vraiment tout à fait différente. Je pense que la vraie crise humanitaire, c'est à Gaza qu'elle a lieu actuellement. Et donc je vais vous expliquer un petit peu ce que nous avons vu et ce que nous avons fait. Alors, petit rappel. Je vois que ma carte n'est pas très claire, enfin j'espère que vous aurez de toute façon la présentation avec ma clé USB. Donc petit rappel, Gaza est une petite portion de territoire qui fait partie des territoires occupés de manière officielle. Hein. Vous savez quand même que les limites
d'Israël et par conséquent les limites des territoires occupés ne sont pas du tout déterminées. Israël est le seul pays du monde qui ne revendique pas de frontières parce qu'effectivement les frontières d'Israël c'est jusqu'où on peut creuser le sillon et donc les frontières ne sont pas établies et Israël ne demande d'ailleurs pas à ce que ces frontières soient établies et il y a tout ce problème des territoires occupés. Alors vous voyez que la bande de Gaza est une petite portion du territoire qui se trouve donc qui est bordée d'un côté par l'Égypte et de l'autre côté par Israël et par la mer. Il y a depuis plusieurs années 3 points d'entrée possibles à Gaza. Il y a le premier qui est entouré, qui est le point de passage de Eretz, où passent uniquement les personnes quand c'est autorisé. Il y a le point de passage de Cami, qui se trouve au milieu du territoire, qui est le point de passage essentiellement des marchandises. Et vous avez plus au sud le point de passage de Rafah, qui est à la bordure, en bordure d'Égypte, et qui est en fait un point de passage qui est contrôlé par des militaires européens. Donc il y a une force européenne pour le moment qui se trouve à ce point de passage de Rafah, mais ce point de passage n'est ouvert que quand les Israéliens donnent l'autorisation d'ouvrir les portes. Donc actuellement, les possibilités de passer par ces différents points de passage sont extrêmement limitées, que ce soit pour les personnes ou pour les marchandises. C'est un territoire qui est très densément peuplé. Hein, il y a une densité de population qui est d'à peu près de 4000 personnes au kilomètre carré. Je pense que pour la Belgique, ça doit être 400. Je pense que dans une dizaine plus loin. Donc il y a 1,5 million d'habitants qui sont coincés dans cette étroite bande de territoire et l'âge moyen de la population est de 16 ans. Alors je vais commencer par un petit rappel historique, donc je ne vais pas reprendre toute l'histoire du conflit israélo-palestinien, je vais me centrer un petit peu sur l'histoire de Gaza. Donc en 1948, au moment où l'ONU décrète la création de 2 États, un État palestinien et un État israélien, les populations palestiniennes fuient ou sont chassées. Enfin, je vais dire ça c'est selon, hein, puisque ça, en tant qu'historien, vous aurez l'occasion de voir les différentes versions qui circulent. Donc les versions officielles en Israël disent que ce sont les pays arabes qui ont poussé les populations palestiniennes à partir spontanément, alors qu'en réalité les nouveaux historiens israéliens parlent de massacres, de populations qui ont été déplacées de manière tout à fait involontaire, et il faut dire aussi qu'il y a énormément de gens qui sont partis simplement parce qu'ils avaient peur. Donc c'est à ce moment-là que des centaines de milliers de personnes se retrouvent à Gaza, et c'est à ce moment-là qu'il y a les premiers camps de réfugiés qui s'installent à Gaza. En 1956, il y a la guerre de Suez, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, la guerre de Suez, c'est ce moment où les Égyptiens, devant apparemment le refus des Français et des Anglais de financer le barrage d'Assouan, décident de nationaliser le canal de Suez. Les Anglais et les Français sont extrêmement menaçants. Israël se met avec les Anglais et les Français. Il y a une occupation des territoires égyptiens et à la suite de nombreux recours et de tractations politiques, finalement Israël se retire et c'est de Gaza qu'ils vont se retirer en dernier lieu et ils seront remplacés par une force d'interposition des Nations Unies qui est d'ailleurs la première force dans l'histoire de force des Nations Unies qui s'est installée quelque part, et cette force des Nations Unies sont restées, c'était vraiment une force d'interposition. C'est d'ailleurs là, au moment de la création de cette force, qu'il y a eu les premiers bérets bleus. Donc ces forces des Nations Unies que l'on voit maintenant un peu partout dans le monde avec les bérets bleus, c'est la première fois qu'ils sont intervenus dans un territoire. Donc cette situation dure pendant tout un temps, puis en juin 67, donc cette force des Nations Unies reste sur place jusqu'en 67. En 67, il y a la guerre des 6 jours. Et au cours de cette guerre de 6 jours, Israël réoccupe Gaza. En novembre 67, il y a une résolution des Nations Unies, la fameuse résolution 242, qui appelle Israël à évacuer Gaza et les autres territoires occupés. Et actuellement, cette résolution est toujours d'actualité, sauf qu'elle n'a effectivement jamais été appliquée.
En 1970, les Israéliens installent une première colonie à Gaza. Donc ça va être le début de l'installation de plusieurs colonies qui seront à Gaza. Et il faut dire que des colonies qui s'installent dans des territoires comme ça, ça veut dire qu'on exclut les gens qui sont sur place, qu'on se met à construire, et que forcément on construit, on y met des familles, et donc il y a des forces extrêmement importantes, il y a énormément de militaires qui sont sur place pour protéger les familles israéliennes, donc qui sont installées dans ces colonies. En règle générale, ces colonies qui sont installées dans des territoires où effectivement il y a assez bien de problèmes avec la population locale et où il y a beaucoup de contestations, sont en général des gens qui sont extrêmement motivés par l'extension des territoires d'Israël, et ce sont des gens qui sont très jusqu'au boutistes, très religieux, qui s'installent dans ces zones-là. Et vous vous rappellerez sans doute avoir vu des images au moment où les Israéliens ont quitté Gaza, de familles qui étaient prêtes à mourir plutôt que de quitter leur maison. En 1987, c'est la première intifada et la fondation du Hamas, qui est donc un mouvement qui est actuellement un mouvement très fondamentaliste, mais qui est aussi un mouvement qui a eu des actions sociales extrêmement importantes, et probablement que son succès électoral vient en grande partie de ça, c'est qu'il y a une action au niveau de l'éducation, au niveau de l'aide aux familles démunies, qui est à peu près la seule, qui a été à peu près la seule pendant toute une période. À partir de 2000, il y a toutes les négociations sur la paix qui commencent au sommet de Camp David, et il y a cet espoir extraordinaire qu'on va créer un État palestinien, et vous savez aussi ce qu'il en est advenu, puisque cet État palestinien n'existe toujours pas. Il y a eu des pas en avant, des pas en arrière, beaucoup de négociations qui ont souvent achoppé sur à la fois la définition des territoires, comme je vous ai dit, Israël n'aime pas beaucoup les définitions très précises de territoire, mais aussi sur un des grands problèmes qui est le retour des réfugiés. Donc il y a des centaines de milliers de personnes qui ont quitté Israël au moment de la création du pays et qui se retrouvent soit dans des camps de réfugiés, donc énormément en Jordanie, beaucoup au Liban, mais aussi à Gaza et en Cisjordanie. Et en fait, ces réfugiés réclament le droit au retour. Et c'est des pierres d'achoppement, puisque Israël, évidemment, ne peut pas accepter d'être submergé par une population qui va dépasser la quantité de population israélienne et qui serait évidemment considérée comme assez hostile. En janvier 2005, il y a des élections présidentielles. Mahmoud Abbas devient président de l'autorité palestinienne. Et en septembre 2005, les Israéliens décident le retrait unilatéral de la bande de Gaza. Alors, de quelle manière est-ce que ce retrait unilatéral s'est passé? En fait, les Israéliens, d'une manière générale, ont, semble-t-il, comme attitude actuellement de rassembler les populations palestiniennes dans des zones contrôlables. Mais en même temps, ça ne les intéresse pas spécialement d'être sur place. C'est vrai que Gaza, vraisemblablement, ils ne pourront jamais s'y installer de manière pacifique, puisqu'il y a énormément de réfugiés. Vous avez vu qu'il y a quand même 1,5 million de personnes qui résident dans cette petite zone, et donc entretenir des colonies là, c'est extrêmement coûteux sur le plan humain, sur le plan militaire, et ils ont préféré se retirer. Mais la manière dont ils se sont retirés de la bande de Gaza fait qu'on considère, sur le plan du droit international, que la bande de Gaza est toujours occupée. Parce que les Israéliens contrôlent absolument tout. Ils contrôlent les entrées et les sorties, ils contrôlent l'espace aérien, ils contrôlent l'espace maritime. Donc, ils sont absolument maîtres de toute la situation à Gaza. Et donc, ce retrait, est-ce qu'on peut vraiment parler de retrait? Oui, physiquement, ils se sont retirés, et vous allez voir plus loin dans quelles conditions. Mais ils ont enfermé le territoire de Gaza tout autour par une frontière extrêmement étanche. Alors en janvier 2006, il y a des élections législatives qui suivent ces élections présidentielles, et le Hamas remporte une victoire assez éclatante, particulièrement à Gaza. Je pense que quand on prend l'ensemble des territoires, Gaza plus la Cisjordanie, c'est vrai que le Hamas était majoritaire, mais pas de beaucoup, et c'est vrai que c'est surtout à Gaza que le Hamas était majoritaire. Alors, ça a été un peu un problème parce que ces élections avaient été organisées de manière tout à fait, en respectant tout à fait les critères internationaux de validité
d'une élection. Sauf que malheureusement on n'avait pas voté pour les bons et tout de suite la communauté internationale a dit ça n'est pas possible, le Hamas on n'en veut pas. Donc passant au-delà de ces élections démocratiques faites selon des standards occidentaux, ils ont refusé de reconnaître le gouvernement du Hamas. Il y a eu une première tentative de gouvernement d'union nationale qui a tout autant été rejeté par la communauté internationale, qui a refusé de continuer à discuter avec le Hamas, et finalement l'autorité palestinienne qui était dirigée essentiellement par le Fatah a fini par se retirer vers la Cisjordanie et vers Ramallah. En juin 2007, il y a eu des affrontements entre le Fatah et le Hamas. C'est clair que toute cette polémique, alors qu'il y avait eu une tentative de gouvernement d'union nationale qui avait l'air d'être plutôt prometteuse, évidemment, le fait que tout ça ait explosé a créé des affrontements entre le Fatah et le Hamas. Et à Gaza même, il y a eu des affrontements qui ont d'ailleurs été sanglants. Il y a eu des dizaines de morts, des blessés également. Et finalement, le Hamas a pris le pouvoir et le Fatah s'est retiré sur Ramallah. À la suite de ces événements, il y a eu un siège. Donc les Israéliens ont décrété un siège total. C'est-à-dire qu'avant cette période de juin 2007, les gens qui vivaient à Gaza avaient encore la possibilité de sortir, d'aller travailler en Israël. Donc les travailleurs passaient la frontière tous les jours, allaient travailler en Israël, revenaient le soir. Il n'y avait pas de problème de passage des marchandises, etc. Mais en 2007, les Israéliens ont décrété un siège pour Gaza. Et les événements continuant, il y a eu des attaques, donc les Gazaouites ont commencé à tirer des fusées Qassam, donc ce sont des fusées extrêmement rudimentaires, qui sont vraiment tout à fait artisanales, et qui évidemment ne peuvent pas être dirigées vers des objectifs extrêmement précis. Et donc c'est vrai que ça constituait un harcèlement, qui a d'ailleurs été condamné par le récent rapport Goldstone, mais d'une certaine manière, c'était leur moyen de défense, c'était effectivement d'envoyer des fusées Qassam. Mais par contre, Israël envoyait très très régulièrement des roquettes, faisait des incursions à plusieurs reprises, et qui étaient parfois même totalement vexatoires. À Gaza, il y a eu le fameux enlèvement de Gilad Shalit, qui est un soldat israélien qui a été enlevé par des gens du Hamas, et qui est d'ailleurs actuellement toujours emprisonné à Gaza. On a eu des nouvelles récemment, il est toujours vivant, donc il y a eu des images qui ont été publiées récemment qui montraient qu'il était toujours vivant, mais il est toujours emprisonné à Gaza et il faut bien le reconnaître, tout à fait en dehors de tout critère. C'est vrai qu'à Gaza, le Hamas dit c'est un prisonnier de guerre, mais un prisonnier de guerre a des droits qui ne sont effectivement pas respectés, puisque la Croix-Rouge internationale n'a pas eu accès à ce prisonnier. C'est quand même un des points tout à fait problématiques. Et donc en septembre 2007, Gaza est déclarée entité hostile, avec tout ce que ça suppose. Donc ça implique une diminution drastique de tout ce qui peut entrer et sortir à Gaza. Il y avait un contrôle extrêmement pointilleux des quantités de carburant, par exemple, qui pouvaient entrer. Les exportations de produits de Gaza étaient interdites de passage pendant la plupart du temps. C'est vrai que par exemple, la première année où nous avons été, nous sommes tombés, c'était d'ailleurs très agréable pour nous, mais c'était la saison des fraises. Et donc partout où nous allions, on recevait des fraises qui étaient emballées dans ces petits raviers que vous retrouvez sans doute dans les magasins, et qui étaient destinés à l'exportation et qui en fait ne pouvaient pas être exportés et qui étaient distribués à tout vent parce que ces produits étaient vendus à un prix tel, puisque les gens vivent dans une extrême pauvreté, que ça ne valait même pas la peine de les vendre. Alors, fin de l'année dernière, donc au mois de décembre, donc, il y a eu, juste avant la dernière offensive, il y a eu quand même des tractations, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a pas mal de tractations qui se font entre le Hamas et Israël. Et il y a entre autres, donc, pendant les 6 mois qui ont précédé le mois de décembre 2008, il y a eu un accord de cessez-le-feu qui a été assez bien respecté. Et c'est vrai que nous, par exemple, nous étions allés donc à 3 reprises. La première année, il y avait des attaques
émanant de Gaza, mais il y avait également des attaques israéliennes, beaucoup plus d'ailleurs que des attaques des gens de Gaza. Et donc c'est vrai que quand nous y étions, de temps en temps, on entendait un bruit d'un côté, on se dirait c'est une fusée Qassam, et puis il y avait un bruit de l'autre côté, puis une explosion, c'était des roquettes qui étaient lancées par les Israéliens. Et à cette période-là, ça a été une période vraiment de très très grande insécurité pour les gens. Puis il y a eu une trêve qui a duré à peu près 6 mois et qui a été rompue par Israël. Enfin, l'histoire veut que ce soit, enfin, les Israéliens disent que c'est le Hamas dit que c'est Israël. Ce qui s'est passé, c'est que les Israéliens ont fait à peu près 15 jours avant le début de l'opération Plan Durci, à peu près un mois. Ils ont fait une incursion où ils ont tué entre 5 et 10 Palestiniens, je ne sais plus, qu'ils accusaient de creuser un tunnel. Donc ils avaient accusé ces Palestiniens de creuser un tunnel en dessous de la frontière pour enlever des soldats israéliens. Et donc ça a été l'occasion, le prétexte qui a été utilisé pour faire une incursion, et ils ont tué quelques Palestiniens. Et à ce moment-là, les attaques le Hamas s'est senti délivré de cet engagement qu'ils avaient fait d'un cessez-le-feu. Et les attaques ont recommencé, il y a de nouveau eu des fusées Qassam, des roquettes en réponse, et les Israéliens ont commencé à préparer cette opération, dont vous avez évidemment entendu parler, qui a commencé le 27 décembre, par des bombardements extrêmement intensifs. Le 3 janvier 2009, ils sont entrés à Gaza, il y a eu une offensive terrestre qui a été extrêmement destructrice, à la fois, pas seulement pour les bâtiments, mais également pour les gens. Donc, vous savez qu'il y a quand même eu à peu près 1500 personnes qui ont été tuées et plus de 5000 blessés, des blessés extrêmement graves, dont certains ont été accueillis ici en Belgique. Et cette attaque terrestre a duré jusqu'au 18 janvier où Israël s'est retiré. Et le 21 janvier, toutes les troupes étaient retirées du territoire de Gaza. Alors depuis janvier, que s'est-il passé? Donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a eu de nouveau des attaques de fusées Qassam, très peu, parce que je pense que cette guerre a été quand même assez destructrice pour le potentiel, entre guillemets, des gens du Hamas. Mais Israël continue à faire des incursions et à envoyer des roquettes, et entre autres, sur toute la région frontalière, les paysans n'ont pas accès à leurs champs parce qu'ils sont victimes de tirs de soldats israéliens qui sont de l'autre côté. Et entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le fameux rapport Goldstone. Alors le rapport Goldstone, donc il y a eu quand même une mobilisation internationale assez importante quand on a vu la disproportion entre les moyens qui ont été mis en place par Israël par rapport à cette population. C'est vrai que quand on parle de guerre, je pense qu'on ne peut même pas parler de guerre, parce qu'une guerre suppose qu'il y ait deux armées qui soient l'une en face de l'autre. Ici, il y avait une armée en face d'une population dans laquelle il y a effectivement un certain nombre de gens qui sont armés, mais on ne peut pas parler d'une armée organisée, équipée, puisque c'est assez rudimentaire. Et cette mobilisation internationale qui a eu lieu autour des moyens qui ont été mis en œuvre par Israël, entre autres le nombre totalement disproportionné de tués qu'il y a eu dans cette offensive, mais aussi les moyens qu'ils ont utilisés, puisqu'ils ont utilisé des armes qui sont extrêmement limites par rapport au droit international. Ils ont utilisé des bombes au phosphore, ils ont utilisé ce qu'on appelle des dimes, qui sont des bombes qui font assez peu de dégâts. Les dégâts sont extrêmement concentrés, mais un homme qui se trouve à moins de 20 mètres d'une bombe qui tombe est coupé en deux. Donc les blessures qui ont été infligées aux gens étaient assez dramatiques, et les bombes au phosphore, par exemple, il y avait des enfants qui étaient amenés à l'hôpital, et en fait quand on irriguait leurs blessures, il y avait, le feu reprenait, ces enfants étaient à la garde, et ces enfants reprenaient feu parce qu'il y avait du phosphore qui, dès qu'on le mettait en contact avec de l'oxygène ou avec de l'eau, reprenait feu. Et alors ce rapport Goldstone a été demandé par le Conseil des droits de l'homme devant des allégations extrêmement nombreuses de violations des droits de l'homme. Et c'est un rapport qui est assez remarquable, parce que donc ils ont établi ce qu'on appelle une commission d'établissement des faits. Et donc c'est un groupement de 4 personnes qui sont des juristes, qui sont des gens qui connaissent
bien, il y avait un militaire dans le groupe, de manière à voir un petit peu, effectivement, pouvoir évaluer sur le plan militaire ce qui s'était passé. Et ils ont fait une enquête qui a duré quand même quelques mois et qui est assez remarquable parce que c'est la première fois qu'il y a une commission d'établissement des faits qui est publique. Toutes les audiences ont été publiques, et si ça vous intéresse, vous pouvez, si vous tapez sur Google, je ne me rappelle plus très bien du lien, mais on peut voir de ces auditions qui sont sur le net, où on voit effectivement tous les témoignages des gens. Alors, un des grands problèmes de cette commission d'établissement des faits, c'est qu'elle n'a pas eu accès à Israël et elle n'a pas eu accès à la Cisjordanie. Donc la mission était extrêmement large, puisqu'il s'agissait à la fois d'établir les violations éventuelles aux droits divers de l'homme, humanitaire, etc., pendant la guerre, mais également pendant toute cette durée du siège, et voir également si dans les territoires occupés en Cisjordanie, il y avait également des violations des droits de l'homme. Alors, ils n'ont pas pu pénétrer dans le territoire, puisqu'Israël a refusé tout à fait les conclusions de cette, et même d'accueillir sur le territoire ces gens, mais ils sont, par vidéoconférence, il y a toute une série de témoignages, entre autres de gens qui habitent dans la région frontalière en Israël, à Sderot et à Ashkelon, qui sont des gens qui ont été soumis au Qassam palestinien. Et les conclusions de ce rapport Goldstone sont qu'il y a eu des violations des droits de l'homme, du droit humanitaire et peut-être même des crimes contre l'humanité. Et il renvoie un petit peu, enfin je pense qu'il incrimine très fort Israël, parce qu'effectivement Israël a mis là-dessus des moyens très considérables, mais ils ont aussi déclaré qu'avec les fusées Qassam, avec les attaques indiscriminées que les Palestiniens faisaient sur Israël contre des populations civiles, qu'il y avait là aussi des violations. Et ils ont demandé à Israël et à l'autorité palestinienne d'enquêter sur les événements et de poursuivre les gens qui seraient responsables. Et ce rapport a été très très récemment approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc tout ce processus est en cours. Donc là maintenant, c'est le secrétaire général qui est chargé de vérifier le suivi de ce rapport, mais pour le moment, on a donné 6 mois à Israël et à l'autorité palestinienne pour enquêter sur les violations des droits de l'homme qui ont eu lieu pendant ce temps-là. Alors, je rappelle donc, enfin ça je l'ai déjà dit, il y a 1 500 000 habitants, il y a environ 70% de gens qui sont des réfugiés officiels ou des descendants des réfugiés, et donc il y a des ressources humaines colossales, et une offre locale très limitée, d'autant plus qu'il y a énormément de choses qui ont été détruites. Et entre autres, par exemple, dans le rapport de Goldstone, j'étais un peu étonnée de lire ça, mais on découvre que pendant l'offensive, par exemple, les Israéliens ont détruit des élevages de poulets. Donc il y a eu 10 000 poulets qui ont été détruits. Il y a une usine de farine, par exemple, qui a été détruite. Donc le petit tissu industriel qui restait a évidemment tout à fait disparu. Alors, donc voilà, je suis médecin, nous sommes un groupe de médecins quand nous y allons, donc je vais parler un petit peu de l'organisation sanitaire, puisque c'était en partie ça qui nous amenait là-bas. Et je vais d'abord parler de la situation qu'il y avait avant le blocus, donc avant que Gaza soit déclarée entité hostile et soit complètement bloquée. L'organisation sanitaire est assez complexe. Il y a le ministère de la Santé. Alors il faut quand même savoir aussi qu'il ne s'agit pas d'un État, parce que quand on parle d'un ministère de la Santé, il y a effectivement des structures, mais qui ne sont pas des structures des ministères comme nous pouvons les avoir ici, qui ont leur budget, qui gagnent leurs impôts. Gaza est tout à fait séparé de la Cisjordanie, donc c'est un État qui fonctionne, d'ailleurs beaucoup avec l'aide de la communauté internationale, mais qui fonctionne quand même assez difficilement. Et il y a un ministère de la Santé qui délivre lui-même des soins. Donc il y a des centres de santé et des hôpitaux qui sont des hôpitaux qui dépendent du ministère de la Santé. Il y a des ONG nationales. La plus grosse de ces ONG, c'est le PMRS. Alors le PMRS, c'est le Palestinian Medical Relief Society, qui est la plus importante. C'est une ONG laïque. C'est notre partenaire quand nous allons sur place. C'est avec eux que nous travaillons. Et
c'est eux qui délivrent le plus de soins au niveau de la santé primaire uniquement, pas au niveau des hôpitaux, donc c'est uniquement la santé primaire. Et c'est une ONG qui est assez bien structurée, qui fait un travail tout à fait remarquable. Il y a des ONG internationales, tout plein, hein. Il y a l'UNRWA, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés, la Caritas, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, MDM, Médecins sans frontières, Oxfam, enfin bon, j'en passe probablement beaucoup. Il y en a beaucoup que nous ne connaissons pas, qui sont des ONG espagnoles, italiennes, etc. Et toutes ces ONG sont coordonnées par le PINGO. Il manque un I, là c'est le... Il y a un I. Donc il y a un organisme qui regroupe toutes les ONG qui essayent de coordonner leurs actions. Ça ne fonctionne pas trop bien, parce que ce que nous avons vu sur le terrain n'était pas extrêmement convaincant. Enfin, pour nous, une des choses qui devrait être faite en priorité, c'est la coordination des actions. Et en plus, ce bingo rassemble aussi des ONG qui ne travaillent pas du tout dans le secteur de la santé. Donc c'est vraiment ONG dans tous les vantages. Et alors, ils sont conseillés par l'OMS, par l'UNRWA, par le monde arabe, etc. Il existe également un secteur privé qui n'est pas très important, mais qui est cependant actif. À Gaza, par exemple, il y a certains appareils qui ne sont disponibles que dans le secteur privé, dans le secteur public, ils n'ont plus. Mais évidemment, l'accès aux soins dans le secteur privé est problématique puisque les gens n'ont plus beaucoup d'argent. Alors, avant le blocus, les soins étaient organisés de manière assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des soins primaires, il y a des cliniques fixes, donc ce sont des endroits où il y a des centres de santé qui sont en règle générale assez bien équipés, dans lesquels il y a des consultations de médecine générale, mais aussi beaucoup de consultations, il y a des consultations de pédiatrie et il y a des consultations pour les femmes, donc les soins prénataux, postnataux, et également ils font de la réhabilitation pour les handicapés. Et ils ont des cliniques mobiles. Alors les cliniques mobiles, on a un peu l'impression, alors c'est assez curieux parce que quand on y va, c'est toujours leur fierté, ils veulent absolument qu'on les accompagne dans les cliniques mobiles et nous sommes toujours absolument effarés de voir la manière dont ces cliniques mobiles fonctionnent. Alors les cliniques mobiles, ce sont des cliniques, ce sont des voitures, en général c'est soit une ambulance qui est aménagée, soit ils emmènent une remorque dans laquelle ils mettent le matériel, et ce sont des petites équipes dans lesquelles il y a en règle générale un médecin, une infirmière, il y a les médicaments, il y a un petit laboratoire qui fait les analyses de base, et il y a dans certains cas une gynécologue qui accompagne et qui dispose d'ailleurs d'un appareil à ultrasons portable. Et donc ces consultations se font dans des endroits où il n'y a rien. Donc les endroits où personne ne passe. Et alors c'est assez effarant parce que ce sont des endroits où parfois il y a une clinique mobile qui passe une fois par mois. Et en dehors de 7 fois par mois, il n'y a personne qui passe et les gens sont trop loin pour arriver à une clinique fixe. Les moyens de placement évidemment sont tout à fait problématiques. Surtout quand il y a des moments où il y a des attaques. Et alors, évidemment, ces médecins sont complètement débordés. Moi, j'ai vu avec effarement une consultation où en 2 heures, j'avais compté, il y avait 56 personnes qui étaient passées. Et je me disais, quand je vois 25 personnes sur ma journée, je ne sais plus comment je m'appelle, là c'était 56 en 2 heures, mais il y avait plusieurs cliniques mobiles, donc c'était la première de la journée. Et effectivement, on voit qu'ils travaillent, ils n'ont pas l'air de mal travailler, mais leur travail c'est essentiellement de faire du tri, évidemment. Ils ne savent pas faire autre chose que de dire, bon, ça c'est l'hôpital, ça, alors ils donnent évidemment beaucoup d'antibiotiques, la qualité des soins est un peu problématique, ce qui n'est pas du tout le cas dans les cliniques fixes. Mais une des différences aussi entre les cliniques fixes et les cliniques mobiles, c'est que dans les cliniques fixes, les gens doivent payer, et dans les cliniques mobiles, tout est gratuit. Les consultations, les médicaments, les analyses, tout est gratuit parce que ce sont des zones particulièrement défavorisées et que s'il n'y avait pas ça, les gens ne pourraient pas aller. Alors il y a un deuxième niveau qui comprenait, donc à l'époque, parce que maintenant il y en a quand même au moins un qui a été très fort bombardé pendant l'offensive israélienne. Donc il y a 8 hôpitaux publics, plus des structures, des organisations non gouvernementales. Donc il y a par exemple un hôpital jordanien qui est là. Mais il y a en tout cas 8 hôpitaux publics, plus des structures d'ONG, et je pense qu'il y a une structure privée également. Le troisième niveau, donc le niveau spécialisé, hein, vous savez que les 3 niveaux, c'est le niveau primaire, soins de santé primaire, puis le niveau secondaire, c'est les hôpitaux, l'hôpital qui est près de chez vous, et puis le niveau tertiaire, c'est
essentiellement les hôpitaux universitaires. Donc il est quasi absent, même s'il y a une université et qu'il y a un enseignement de la médecine, mais il n'y a pas de troisième niveau. Les gens qui ont des pathologies graves doivent être référés soit en Cisjordanie, soit en Israël, mais aussi beaucoup en Jordanie ou actuellement en Égypte. Les Égyptiens accueillent pas mal de gens malades, et au moment de la guerre, ils en avaient pas mal. Alors, au niveau de la santé mentale, le développement est vraiment très insuffisant. Nous avons rencontré le responsable des services de santé mentale qui travaille avec vraiment beaucoup de difficultés, particulièrement maintenant depuis la guerre, puisqu'il y a énormément de gens qui ont besoin d'un soutien. Alors, ici, je parle de ce qui s'est passé avant la guerre. Donc déjà, à ce moment-là, quelle était la situation? Et quelles sont les conséquences du retrait et du blocus? D'abord, quand les Israéliens se sont retirés de Gaza, ils ont tout détruit sur leur passage. Et la photo que vous voyez à gauche, c'est ce qui reste d'une colonie florissante qui s'appelait Netzarim. Et il n'y a rien. On voit quelques pierres qui restent, quelques morceaux de béton. Mais cette petite cité qu'on a vue à la télévision au moment du retrait israélien, qui était une jolie petite cité riante, est devenue un terrain vague. La photo de droite, c'est la zone d'Eretz, donc la zone d'entrée à Eretz. Donc c'est la première chose. En fait, quand on entre à Gaza, on fait 1 kilomètre dans ce type de paysage. Et c'était là qu'étaient installées les petites industries, une petite industrie sidérurgique qui était israélienne et dans laquelle il y avait évidemment beaucoup d'emplois à l'époque où les Israéliens étaient là et qui a été vraiment complètement détruite en 2005 au moment du retrait israélien. Alors, une deuxième chose qui était déjà problématique, ce sont les restrictions d'accès à l'eau potable. Donc, les Israéliens prélèvent énormément d'eau dans les nappes aquifères et il y a une diminution très importante de la quantité d'eau disponible pour Gaza. Et il y a un deuxième phénomène qui est qu'en retirant tellement d'eau de la nappe phréatique, en fait, il y a une augmentation de la salinité parce qu'il y a une aspiration d'eau de mer dans ces nappes phréatiques. Et donc l'eau devient de plus en plus problématique, elle n'est pas potable. Moi, personnellement, je voyage beaucoup, je pense que Gaza, c'est le seul endroit où je n'ose pas me laver les dents avec l'eau du robinet. Donc c'est vraiment peu dire, je vais pas mal en Afrique, je me lave les dents avec l'eau du robinet en Afrique, mais pas à Gaza. Et il y a une pollution vraiment très importante. Et donc, là à gauche, vous voyez, en ville à Gaza, il y a des réservoirs d'eau potable, donc il faut constituer des réservoirs pour pouvoir simplement boire. À droite, vous voyez des bassins de décantation qui étaient déjà à l'époque complètement débordés, qui très régulièrement passaient les digues, et il y a eu d'ailleurs assez régulièrement des morts. Et ces bassins de décantation sont totalement insuffisants. Donc l'eau, d'une manière générale, est vraiment de très très mauvaise qualité. Avant l'offensive israélienne, pendant toute cette période du siège de Gaza, il y a eu un harcèlement israélien constant. Alors ça va il y a eu toute une période où, par exemple, les Israéliens faisaient des vols en basse altitude, passaient le mur du son en basse altitude pour produire des bruits, donc ils faisaient ça pendant la nuit. Et donc on avait affaire à des enfants qui étaient absolument terrorisés parce qu'il y avait des semblants d'explosions en permanence pendant la nuit. Il y avait évidemment les destructions ciblées, donc là à gauche vous voyez un bâtiment qui est un bâtiment où devait sans doute se trouver un responsable ou un membre du Hamas, et ça, ce sont des destructions très ciblées qu'on voyait en ville. Puis les infrastructures de nouveau, là à gauche par exemple, vous voyez que comme tout est dépassé, que les égouts ne pouvaient pas être réparés, que rien ne fonctionnait, puis de temps en temps il y avait des bombardements, en fait, tous les égouts, tout ce qui ne pouvait pas être traité dans les bassins de décantation arrivait directement dans l'eau. Et donc on voit, je peux vous dire que la différence entre la mer à Gaza et la mer à Tel Aviv est assez frappante parce que à Gaza, l'eau est brune. Donc on n'oserait même pas y mettre un orteil, c'est vraiment impossible de baigner à Gaza. Et les gens pêchent malgré tout dans ces eaux-là. C'est assez impressionnant. Alors ce harcèlement israélien, évidemment, donne un climat d'insécurité permanente, un sentiment d'humiliation permanent. Donc là, c'est une photo d'une très très jeune mère avec son enfant qui vient à une consultation de clinique mobile et on voit dans leur regard
certaine détresse. Il y avait également déjà à ce moment-là un blocus quasi complet des matériaux et des consommables. Et donc, par exemple, dans le secteur médical, vous voyez là à gauche l'hôpital Shifa, qui est l'hôpital principal de Gaza. Vous voyez un bâtiment qui est en construction et qui est dans le même état depuis 5 ans, simplement parce que les matériaux n'entrent pas et donc on ne sait pas continuer la construction de ce bâtiment. À droite, vous voyez l'hôpital des enfants. Donc là, c'est un nouveau bâtiment, parce que l'hôpital qui fonctionne réellement, vous allez voir des photos plus loin, c'est un hôpital tout à fait vétuste. Mais ils ont un nouveau bâtiment, sauf que ce bâtiment ne peut pas être utilisé parce qu'on est incapable d'installer le minimum indispensable, ne fût-ce que les canalisations pour l'oxygène, ils n'ont pas le matériel pour ouvrir cette nouvelle aile qui est en fait une aile de médecine spécialisée qui est prévue déjà depuis des années, parce que ce bâtiment-là, je le vois depuis qu'on y va, c'est-à-dire depuis 3 ans. Alors, il y a également une dégradation considérable de l'équipement médical. Alors ça, c'est un point de couloir dans lequel vous voyez des appareils de dialyse qui sont en panne, il n'y a pas de matériel qui passe, il n'y a pas moyen de les réparer, donc ça reste là dans les couloirs. Et en fait, la salle de dialyse est une salle où il reste encore quelques machines et où on est obligé d'augmenter le taux de rotation, c'est-à-dire que les gens viennent et sur une journée, il y a 4 personnes qui viennent sur une machine, ce qui est assez problématique parce que toutes les procédures de désinfection, etc., ne sont pas tout à fait optimales puisque ces machines fonctionnent vraiment en 24 heures sur 24. Alors il y a également un blocus sur certains médicaments. Donc, avant l'offensive déjà, il y avait certains médicaments qui ne passaient pas. Entre autres, par exemple, les traitements pour le cancer, par exemple, c'est impossible. Donc des gens qui même éventuellement auraient eu un diagnostic et un traitement établi en Israël, quand ils rentrent à Gaza, ils n'ont pas le traitement disponible. Et les transferts sanitaires deviennent de plus en plus difficiles. Alors avant l'offensive israélienne, il y a eu comme ça plusieurs périodes concernant les transferts de malades. Il y a d'abord eu une première période où c'était difficile, mais on y arrivait. Donc les gens devaient introduire une demande, et cette demande était examinée, acceptée ou rejetée. Quand elle était rejetée, des associations médicales israéliennes intervenaient devant la haute cour pour favoriser quand même ces passages, mais ça passait plus ou moins. Et puis il y a eu une première période qui date à peu près, on a commencé à nous parler de ça, non pas cette fois-ci, mais l'année dernière, quand on a été en fin 2008, oui, c'était fin 2008. En fait, déjà à ce moment-là, quand Gaza a été déclarée une entité hostile, ne passait plus que les urgences vitales. Et alors, pour vous donner un exemple, au moment où il y a eu les affrontements interpalestiniens, il y a eu beaucoup de blessés par balle. Et on nous a donné l'exemple, ce sont les Israéliens qui nous ont donné cet exemple, d'un patient qui avait eu des blessures par balle avec de gros dégâts artériels et à qui on avait dû amputer une jambe, et sa deuxième jambe était extrêmement menacée. Il fallait faire une reconstruction artérielle et le transfert avait été demandé. Et en fait, les Israéliens ont répondu que ça n'était pas une urgence vitale parce que on peut continuer à vivre avec une jambe en moins. Et donc il a effectivement été amputé de sa deuxième jambe. Puis il y a eu une période où, et ça ce sont les associations israéliennes qui ont eu vent de ces phénomènes, c'est qu'en fait les gens qui demandaient une autorisation de passage, parfois la recevaient, puis se présentaient à RS pour passer, et ils étaient interrogés par la sécurité israélienne qui leur proposait un pacte de délation. C'est-à-dire, ou bien vous nous donnez des informations sur ce qui se passe autour de vous et vous passez, ou bien vous refusez et vous ne passez pas. Mais ça se passait au moment où les gens se présentaient à RS. Et puis, après ça, il y a eu une évolution qui était que les gens étaient d'abord interrogés par la sécurité israélienne avant qu'il y ait une décision sur le transfert possible. Et c'était assez, les associations israéliennes, l'association avec qui nous avons des contacts, et qui est d'ailleurs la seule qui intervient pour les malades, c'est Physicians for Human Rights, était un interlocuteur des Israéliens. Donc c'était eux qui montaient les dossiers médicaux. Donc ce sont des médecins qui d'ailleurs
réflexion assez large, puisqu'ils vont, par exemple, en Cisjordanie, ils vont faire des consultations, par exemple, pendant le Shabbat. Eux-mêmes ont été confrontés à cette idée que quand eux demandaient un transfert, les Israéliens disaient, écoutez, on veut bien examiner ce transfert, mais d'abord, ce patient doit se présenter à la sécurité israélienne. Et il y a même eu un moment où ils ont demandé aux Israéliens de prendre eux-mêmes rendez-vous avec la sécurité israélienne. Ce qui a été un problème éthique pour eux. Est-ce qu'on va jusqu'à cette collaboration-là devant quelque chose qui est assez inacceptable sur le plan éthique? Et ils ont été assez remués parce qu'il y a eu un cas, enfin le tout premier d'ailleurs, c'est ça qui a déclenché leur réflexion, c'est qu'une des travailleuses, enfin un des travailleurs de PHR avait refusé, donc s'était dit non, ça vraiment, ça je fais pas, quand je demandais rendez-vous, et puis avait laissé aller les choses, et puis à un moment donné, elle a été interpellée par ce Palestinien qui disait, mais enfin, mon affaire, moi je veux absolument partir, j'ai un cancer, je dois être traité, des choses se dégradent, et il lui explique, écoutez, il y avait un rendez-vous qui devait être pris avec la défense israélienne, et je n'ai pas voulu faire ça. Il lui dit, mais faites-le, je veux partir. Donc c'est quand même une situation extrêmement complexe, et énormément de gens sont refusés parce que finalement c'est un choix, parce qu'il y a quand même aussi des gens qui ont été exécutés, par exemple pendant la dernière offensive, il y a des gens qui ont été exécutés par le Hamas parce qu'ils étaient des informateurs, des Israéliens. La réalité c'est ça, c'est que les gens qui sortent pour avoir des soins deviennent extrêmement suspects, puisqu'ils ont pu sortir, c'est que probablement ils deviennent des informateurs. Donc c'est assez compliqué pour les gens de réagir à ces situations-là. Alors, il y a évidemment un blocage, il y avait à cette époque-là déjà un blocage complet des matériaux et des consommables. Et alors ce que vous voyez là, c'est assez curieux, ce sont des fruits et des légumes israéliens, parce que ça, ils laissent quand même passer. De temps en temps, ils laissent passer des fruits et des légumes qui évidemment se vendent à des prix qui sont tout à fait impossibles à assumer pour les Israéliens, pour les gens de Gaza. Alors, il y avait déjà, enfin vous avez aussi sans doute entendu parler de ça, il y avait pendant toute cette période, les Palestiniens ont réagi en se disant on va faire des tunnels. Et ils ont fait des centaines de tunnels entre la zone frontière de Rafah et l'Égypte. Et c'est assez impressionnant de voir la ville de Rafah, parce que la ville de Rafah, c'est des tunnels, des petits monticules, hein, parce que les gens enlèvent de la terre, il y a des petits tas de sable un petit peu partout. Et il y a ces tunnels qui sont toujours recouverts de bâches, donc c'est assez visible. Et il y a d'ailleurs en permanence un ballon israélien qui filme là au-dessus, donc les Israéliens sont tout à fait au courant de ce qui se passe. Mais il y a aussi une certaine complicité de la part des Égyptiens qui laissent faire, mais qui de temps en temps quand même ferment un tunnel, ou gazent un tunnel. Il y a eu récemment comme ça 6 personnes qui ont été tuées dans un tunnel qui a été gazé par les Égyptiens. Donc c'est une espèce de contrôle relatif qui garde. Donc il y a à peu près actuellement 800 tunnels qui sont en service, et ce sont des entreprises. Il y a vraisemblablement certains tunnels où des armes passent, mais là c'est très contrôlé par le Hamas, qui n'a pas envie évidemment de voir des armes qui se diffusent dans la population, parce qu'ils tiennent à garder leur contrôle sur cette population. Mais ce sont essentiellement des entreprises commerciales. On peut tout avoir à Gaza, y compris des voitures qui passent dans les tunnels. Les voitures passent en pièces détachées, on voit des motos, on peut tout avoir. C'est vrai qu'on peut acheter à peu près ce qu'on veut, sauf que les gens n'ont pas les moyens de se payer ça. Alors on peut se poser beaucoup de questions. C'est vrai que ces tunnels, ça introduit, comme dans toute guerre, hein, il y a des marchés noirs, ça implique une certaine mafia. Hein, ces propriétaires de tunnels deviennent des gens qui sont qui mènent la dragée haute à tous les autres. Donc ça introduit une espèce de dualisation aussi dans la société. On peut se poser des questions sur la tolérance égyptienne, sur la tolérance israélienne également, puisque tout ça se fait au vu et au su de tout le monde, et en tout cas des Israéliens. Est-ce qu'ils se disent c'est une soupape humanitaire, c'est ce qui permet éventuellement qu'il n'y ait pas vraiment une véritable explosion qui pourrait nous nuire, ou éventuellement, c'est peut-être une hypothèse un peu audacieuse et peut-être très très méchante pour les Israéliens, parce que ça implique quand même une volonté de nuire assez forte,
ça pourrait être aussi un moyen de déstabilisation de la société palestinienne, parce que c'est vrai que c'est introduire là, enfin la dualisation de la société palestinienne à Gaza, elle est là, et c'est vrai que cette année-ci, par exemple, nous avons été très très frappés par cette dualisation. C'est vrai que nous avons vu au bord de mer, on pouvait se croire à Marseille, parce qu'il y avait des fêtes, des gens qui se mariaient, qui vraiment, et tout ça dans des beaux hôtels en bord de mer, et puis à 2 rues de là, un camp de réfugiés dans laquelle les gens ont véritablement faim. Donc ces tunnels, c'est... en tout cas, on peut dire qu'il n'y a pas de médicaments qui passent par ces tunnels. C'est vraiment... Alors la guerre, je n'aurais pas dû mettre la guerre, je pense que j'aurais dû mettre l'offensive, parce que c'est pas une guerre, comme j'ai dit. Entre décembre et janvier, il y a eu une guerre, donc vous voyez sur l'image de gauche l'importance des attaques. Donc ce qui a été beaucoup attaqué, c'est le centre de Gaza, mais de manière extrêmement ciblée, parce que je pense que si les bombardements avaient été moins ciblés dans Gaza, il y aurait eu beaucoup plus de dégâts. C'est vrai que quand on se promène actuellement à Gaza, on voit, tout ça a été beaucoup déblayé, c'est vrai qu'on voit des terrains vagues à des endroits où l'année dernière nous avions vu des buildings, mais il y a assez peu de dégâts et finalement je pense que si on avait bombardé Gaza, on va être tellement peuplé que je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus que 1500 morts. Mais ils ont beaucoup bombardé du côté du port de Gaza, ils ont beaucoup bombardé du côté de Jabalia qui est un camp de réfugiés. Ils ont bombardé le centre de Gaza, ils avaient divisé en fait Gaza, ils avaient séparé Gaza en 3 zones. Et alors il y a eu énormément évidemment de bombardements du côté de la frontière égyptienne où effectivement ils ont prétendu pouvoir supprimer tous ces tunnels. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont été effectivement détruits, mais pas tous, et ils ont de toute façon été reconstruits très rapidement. Alors là, bon, ça, cette image je vais la passer, parce que c'est une image... Enfin oui, non, ça vaut quand même la peine, parce que c'est vrai que maintenant on ne le voit plus tellement. Donc vous voyez que, en fait, vous voyez au centre de l'image, là, ici, vous avez le centre de Gaza, il y a relativement peu d'immeubles qui ont été détruits. C'est surtout dans des zones comme celle-ci, le camp de Jabalia, le camp de Al-Zaytoun, où effectivement on voit qu'il y a une concentration de bâtiments très très importante qui a été détruite. Et alors là, c'est l'importance des bombardements, c'est assez impressionnant, hein, c'est en kilotonnes par kilomètre carré, le nombre de tués, donc on voit très bien que la séparation du territoire et la manière dont tout ça a été orchestré par les Israéliens. Alors, donc cette année-ci, c'était, on était fin octobre, donc c'était 9 mois après l'offensive israélienne. Alors, comme je disais, dans Gaza même, on pourrait se promener, enfin quelqu'un qui n'aurait jamais été se dirait, finalement, de temps en temps, des bâtiments détruits, mais finalement pas tellement. Mais c'est surtout dans les périphéries des villes où on retrouve des images comme celle-là, avec des gens qui errent. Donc ça c'est Al-Kerem, c'est en périphérie de Gaza, ça c'est la zone Rafah, où vous voyez d'ailleurs tous les petits monticules qui sont des signes des tunnels. On voit des quartiers entiers qui ont été dessinés. Donc ici, par exemple, cette femme avec laquelle nous sommes en train de parler nous explique que ce terrain vague, ce terrain que nous voyons là, c'était sa maison, que là maintenant elle dort dans cette tente qui est toujours là 10 mois après, et qu'elle a perdu son fils pendant la guerre. Et c'est vrai qu'on la voit errer là, avec un regard vide, c'est assez impressionnant. Alors ici, c'est en ville, donc les quelques destructions qu'on voit encore actuellement en pleine ville, donc c'est en général des ministères, des bâtiments officiels qui ont été détruits, mais il y a aussi eu énormément de destruction dans des zones industrielles, donc là vous voyez qu'il y a des hangars qui sont là juste à côté, ici des zones où il y a des destructions de matériel médical, ici vous voyez une ambulance qui se retrouve prise dans la pâte feuilletée de l'immeuble qui a été détruit. Il y a une pénurie extrêmement grave de matériel médical et de médicaments, même si nous avons eu un petit peu l'impression que c'était même à la limite un peu mieux que l'année dernière, parce qu'effectivement l'offensive israélienne a donné lieu à un très grand élan, à beaucoup de donations. Donc il y a certaines choses, par exemple les soins intensifs pour les enfants. L'année dernière, il y avait des moniteurs, il y en avait aucun qui fonctionnait. Cette année-ci, il y avait des moniteurs. Par exemple, ici, vous voyez un bébé qui est un nouveau-né, qui a une malformation cardiaque à opérer.
et qui attend un transfert parce qu'il n'y a personne qui peut l'opérer sur place, et qui doit être mort d'ailleurs pas pour le moment parce que on voit là une seringue de prostaglandine. Alors les prostaglandines, c'est ce qui permet de maintenir un fonctionnement cardiaque chez un nouveau-né en attendant une intervention chirurgicale, et c'est la dernière ampoule qui passe, et il reste ça dans l'ampoule et après il n'y en a plus. Et donc cet enfant est certainement mort à l'heure qu'il est. Alors, il ne faut pas non plus négliger les conséquences du conflit interpalestinien. Je pense que il faut pouvoir parler de ça. Ce que nous avons vu sur place, c'est qu'il y a quand même une bonne collaboration entre... Alors c'est assez compliqué parce que pour le moment les gens qui sont à Gaza, ben, ils ont un ministère de la Santé qui se trouve à Gaza, mais il y a aussi le ministère de la Santé qui se trouve à Ramallah. Et certaines personnes sont payées par Ramallah, certaines personnes sont payées par le Hamas, et les gens dans le système de santé sont souvent soumis à des instructions contradictoires entre Ramallah et le Hamas. Et on décide une chose à Gaza, et puis il y a une autre chose qui est décidée à Ramallah, c'est un peu compliqué. Le Hamas est très peu visible dans les rues. C'est vrai que, enfin, nous, quand on dit qu'on va à Gaza, les gens disent comment vous osez aller à Gaza, mais en fait, se promener à Gaza, enfin, surtout maintenant, c'est assez calme. Le Hamas est très peu visible dans les rues, on ne voit pas de soldats, on en voit de temps en temps là le long des plages, mais c'est pas du tout gênant. Les gens sont extrêmement accueillants. C'est vrai que quand on se promène dans la rue, les gens viennent nous dire merci, parce qu'il y a quand même très peu de gens qui y vont. Nous n'avons pas pu avoir une idée très précise de la qualité du personnel médical et paramédical dans les hôpitaux publics, parce que beaucoup de gens qui travaillaient et qui appartenaient au Fatah, ont été éjectés par le Hamas et ont été remplacés par du personnel qui est plus jeune et qui n'a peut-être pas l'expérience que les gens du Fatah avaient. L'enseignement de la médecine, nous avons pu avoir une idée de la qualité de cet enseignement. La collaboration avec Ramallah est un peu problématique. Et je pense qu'on peut dire que le Hamas ne gère certainement pas de manière civique le trafic des tunnels, parce que le Hamas contrôle aussi ce trafic des tunnels et prélève d'ailleurs des taxes sur tout ce qui passe dans les tunnels. Et je pense que ça n'est pas très civique de laisser aller ce trafic d'objets de luxe, je dirais, pour une population qui manque de médicaments pour les enfants et pour d'autres. Mais je pense qu'on pourrait certainement mieux gérer tout ça. Donc, en résumé, je dirais que ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un taux de chômage extrêmement élevé, une misère économique et sociale, un harcèlement israélien qui continue. Et alors, quand on parle de harcèlement israélien, c'est les paysans dont j'ai parlé qui travaillent qui ont des terres dans les territoires qui se trouvent autour de la frontière, mais c'est aussi de temps en temps un tank qui vient détruire un champ de pommes de terre, par exemple, pendant la nuit, juste avant la récolte. Et je pense que les gens ont un très grand sentiment d'humiliation, de stress, et je pense qu'il y a aussi une certaine résignation dans la position des gens. Il y a une certaine détérioration des infrastructures sanitaires, ça c'est évident, une détérioration des établissements de soins, du matériel médical. Il y a un rationnement de l'eau et une pollution très importante, et on se pose des questions sur la pollution qui fait suite au bombardement israélien, puisqu'on parle quand même de produits faiblement radioactifs. Il y a eu quand même du phosphore qui a été lancé. Il y a encore de temps en temps des munitions qui n'ont pas explosé, qui explosent, même si ce ne sont pas... il ne faut pas confondre avec des mines antipersonnelles, ce sont des bombes qui n'ont simplement pas explosé, ce qui n'est pas la même chose sur le plan juridique. Il y a un rationnement des sources d'énergie. C'est vrai qu'actuellement, le carburant qui passe essentiellement par les tunnels. Il y a un rationnement des médicaments. Il y a le conflit interpalestinien qui est problématique et est loin d'être résolu pour le moment. Il y a un marché noir, et c'est vrai que tout ça nous fait penser qu'on ne peut pas parler effectivement de génocide, mais peut-être d'un sociocide. En rappelant quand même la définition de la santé de l'OMS, qui est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et on peut dire que la santé physique et mentale des Palestiniens de Gaza, dans ce contexte-là, ne saurait pas être bonne. Voilà.
Merci de votre attention. Voilà, comme convenu, si vous avez des questions à poser, c'est le moment de le faire. Alors, il y a qui s'inscrit, si je puis dire? Parce que je crois que c'est un exposé qui suppose, comme c'est en plein dans l'actualité, des réactions diverses, des questions sans doute sur la mission elle-même, sur ce qui a été vu, observé, et ensuite peut-être des réactions sur la situation de manière plus générale. C'est le moment ou jamais. Voilà, Sam, vas-y. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous avez bien dit qu'il n'y a pas de médicaments qui passent par le tunnel. Non, enfin, manifestement, ça ne passe pas par les tunnels. Non, non. L'Égypte ne fait rien. Non. Quand il y a des médicaments qui passent, nécessairement, ça passe par le point de passage de Camille. Et c'est vrai que ce que nous avons constaté cette fois-ci, c'est que, d'ailleurs, suite à l'offensive et à l'aide internationale qui a été assez massive après cette offensive, les médicaments au niveau des soins de santé de base, je pense qu'il ne manque de rien. C'est vrai que quand les cliniques mobiles, les cliniques fixes auxquelles nous avons assisté, les médicaments de base, les antibiotiques, même des médicaments comme du fer par exemple, puisque dans des études alimentaires par exemple, on a constaté que la moitié des enfants et la moitié des femmes sont anémiques, ce qui est quand même assez impressionnant, entre autres à cause des maladies parasitaires liées à l'eau polluée. Mais c'est surtout au niveau hospitalier où là les médicaments impérieux, donc il n'y a aucun médicament pour le cancer. Je dis ce bébé là qui était en train de, il n'était pas le seul, il y en avait un autre qui était aussi en attente d'un transfert, qui avait 3 semaines avec une malformation cardiaque et qui lui n'avait pas de prostaglandine parce que lui était un peu moins atteint que l'autre et il n'avait même pas de prostaglandine, donc on attendait son transfert. Donc c'est surtout les médicaments spécialisés. Au niveau des soins de santé de base, pour le moment, ils ont ce qu'il faut. Et admettons qu'un pays veuille aider sa population biologique, ils peuvent décider d'envoyer des médicaments. Tout se fait avec l'accord, tout passe par Israël. Mais ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'une des raisons, parce que c'est une question qu'on nous a posée aussi, c'est vrai que pourquoi est-ce qu'il y a les médicaments de base et qu'il n'y a pas les médicaments spécialisés? Je pense que les médicaments de base sont tous dans les médicaments de base de l'OMS. Et je pense qu'Israël serait assez mal pris s'il empêchait le passage de ces médicaments-là. Je pense que ça serait ajouter une petite fleur à leur boutonnière et qu'ils n'en a pas besoin parce qu'il y en a déjà beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas de ravitaillement par voie maritime? Parce qu'il y a quand même une grande partie. Alors c'est complètement bloqué, On voit en permanence les frégates israéliennes qui sont au large. Alors il y a eu, je pense, 3 ou 4 fois des bateaux qui sont passés avec des missions internationales. C'est très limité évidemment comme apport, effectivement ils apportent un petit peu de matériel, quelques médicaments, mais le dernier qui a essayé de passer a été refoulé et les Israéliens ont tiré. Et j'ai même à ce niveau-là, c'est vrai que ça fait aussi partie des problèmes économiques, c'est que en fait avant le siège, l'espace maritime qui était laissé à Gaza était de 12 000, ce qui est peu parce que habituellement c'est 20 000. Donc il y avait 12 000 donc les eaux dans lesquelles les Palestiniens pouvaient pêcher, c'était 12 000. Puis au moment où le siège a commencé, ça a été réduit à 6 000. Et maintenant, depuis l'offensive, ils n'ont plus que 3 000. Or, toutes les ressources halieutiques se trouvent au-delà de 12 000. Hein. Donc c'est un peu... on ne passe pas par là, sauf effectivement, il y a eu 2 ou 3 bateaux avec quelques célébrités, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on peut dire. Alors, j'en vois au moins 4. On va commencer par Benoît, peut-être? Oui, d'un point de vue purement pratique, en tant qu'association médicale, quelles ont été vos difficultés à vous rendre sur place? Alors là, c'est un très grand mystère. C'est un très grand mystère parce que ça fait 3 fois que nous passons. On ne sait pas trop bien pourquoi. Nous avons un chef, entre guillemets, qui n'est pas médecin, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le domaine humanitaire et qui est quelqu'un d'extrêmement persévérant. Et j'ai parfois l'impression qu'on reçoit nos autorisations parce qu'il se dit, celui-là, il faut qu'on s'en débarrasse parce qu'il téléphone 20 fois par jour. Alors c'est assez compliqué parce que ces autorisations pour entrer à Gaza, on n'a jamais un document écrit. Donc on reçoit éventuellement par téléphone, on reçoit par téléphone, oui vous avez l'autorisation, non vous ne l'avez pas. Et c'est vrai que cette année-ci, nous n'avons eu aucune difficulté à passer.
Alors que les autres années, nous avons été arrêtés pendant des heures au point de passage des RETS parce qu'ils disaient que non, on n'avait pas d'autorisation, mais si on a une autorisation. Et puis bon, c'est vraiment de pas à pas comme ça qu'on finit par arriver en insistant un petit peu. Mais cette année-ci, en fait, comme on avait assez peur il y a peu de gens, il y a plein, même des grosses ONG à qui on a refusé l'entrée. Et c'est en fait pour ça qu'on s'est fait appuyer par Médecins du Monde cette fois-ci, qui en plus nous avait donné une mission à remplir sur place. Et c'est comme ça qu'on a, à mon avis, c'est comme ça qu'on a pu entrer. Mais c'est très compliqué, on n'entre pas. Et par exemple, les gens de la presse, etc., c'est très compliqué. Là, cette année-ci, on a eu assez facile. Mais peut-être que le Médecin du Monde nous a beaucoup aidé. Fanny. Vous avez parlé qu'il existait des cliniques fixes et des cliniques mobiles. Vous, quand vous allez sur le terrain, vous travaillez dans un point particulier ou Alors, ce que nous faisons, c'est on essaie toujours de visiter toutes les structures. Et alors, par exemple, au moins 2 fois sur notre séjour, on accompagne une clinique mobile. Donc, on va avec eux sur le terrain et il nous est même déjà arrivé, quand ils trouvaient qu'ils étaient un peu débordés, de nous demander de les aider. Mais en même temps, c'est très compliqué parce qu'il y a un problème de la langue. Et quand vous arrivez sur place, comme ça, vous pouvez apporter des matériaux, entre guillemets, des médicaments d'ici. Alors, je crois qu'il y avait Denis. C'est pour savoir au niveau, parce que vous avez dit qu'il y avait une très grande densité de population, est-ce qu'il y a une espèce de plan au cas où un jour une épidémie se déclenche? Parce qu'on a des conditions de vie déplorables, mais je pense que le jour où il y aura une épidémie, ça va être catastrophique. Parce que mais il faut savoir que Gaza est un exemple sur le plan international au niveau des vaccinations. Donc il y a un taux de vaccination qui est plus important qu'ici en Belgique. Il faut dire que les vaccinations sont obligatoires et que les Israéliens, à un moment, les Israéliens avaient empêché les vaccins de passer. Et puis ils se sont rendus compte que les virus et les microbes, les frontières, ils ne connaissent pas, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient intérêt à maintenir ces vaccinations. Donc c'est vrai qu'en tout cas des épidémies importantes de toutes ces maladies courantes pour lesquelles on peut prévoir une vaccination, leur taux de vaccination est tout à fait exemplaire. Et par exemple, Gaza a été déclarée une zone polio-free, ce que peu de pays de ce niveau économique ont. Donc les vaccinations, ça fonctionne vraiment super bien. Alors des plans, non, je ne pense pas qu'ils en aient. Je ne pense pas qu'ils aient les moyens. Imaginons, je ne sais pas, avec la grippe A à l'heure actuelle, si la vaccination fonctionne bien, effectivement, il y aura un problème. Mais si jamais c'était arrivé là avant que le vaccin soit prêt, ça aurait été. Mais c'est à la fois une catastrophe et pas une catastrophe, parce que le problème, c'est que en fait, cette nouvelle grippe a un taux de mortalité qui est relativement faible. Oui. Alors le problème, c'est que effectivement les gens qui sont gravement malades ont besoin de soins très spécialisés, ce que nous n'ont pas. Ils ont bien, enfin oui, ils ont quelques respirateurs. Enfin, quand je vois qu'ici on demande, on commence à avoir des discussions pour savoir quels sont les critères qu'on va utiliser pour décider à qui on donne un respirateur et à qui on le refuse en cas de pénurie. Donc, je pense que là, il va y avoir une mortalité, mais qui va correspondre à la mortalité moyenne de cette maladie, qui est plus ou moins de 0,5%. C'est un peu mieux. Alors, il y a Natigane. Oui, donc en ce qui concerne votre organisation sur place, cela se passait comment? Mais en fait, nous sommes recueillis, nous sommes accueillis plutôt par les gens du Palestinian Medical Relief Society. Et donc nous avons un partenariat avec eux depuis très très longtemps. On a fait pas mal d'actions pour eux, on a rassemblé des fonds, on a fait quand même pas mal de choses pour eux et avec eux là-bas. Et c'est toujours eux qui nous accueillent. Ils ont un appartement dans lequel qui est assez rudimentaire, dans lequel on dort par terre, mais c'est eux qui nous accueillent et qui nous véhiculent, qui nous emmènent avec eux. Et vous préférez travailler sur le pratique ou plus justement en partant à Gaza ou en restant en Belgique dans un hôpital tout simple? Enfin, je veux dire, vous avez certainement plus de souvenirs en allant travailler là-bas. Mais ça, c'est pas vrai. Je vais dire une chose, je me souviens qu'il y a eu une année où Médecins sans frontières avait fait une campagne de publicité pour qu'on leur donne beaucoup d'argent. Et alors, cette campagne, c'était un dos noir sur lequel il y avait un sparadrap et il était écrit « Je n'ai pas fait 7 ans de médecine pour soigner les bobos ».
Et moi, je pense qu'il n'y a pas de bobo ici et de maladie importante là-bas, ni l'inverse. Je pense que tout est important, que tout ça est subjectif et que je pense que la souffrance, elle n'est pas comparable, qu'on ne peut pas mettre une balance en se disant il y a une plus grande souffrance ici ou là. Je pense que notre action ici, elle est très importante. C'est vrai que je travaille en milieu très défavorisé, on travaille beaucoup avec les sans-papiers. Enfin, je veux dire, on voit une misère importante ici et c'est vrai que je pense, voilà. Je dirais en plus que quand on est là-bas, on ne travaille pas vraiment sur le terrain, nous. Hein. Je dis, on ne travaille pas en tant que médecin. Nous travaillons plutôt au niveau santé publique, témoignages, etc. Le témoignage me paraît être une chose très importante parce que c'est, je pense, en témoignant qu'on peut se dire que les gens vont se sentir concernés et peuvent éventuellement avoir une action sur les gouvernants pour qu'on cesse de remonter le statut d'Israël dans la communauté économique européenne, enfin bon, des choses comme ça. Donc je pense que c'est cet aspect-là, mais nous n'avons pas un travail purement médical. Il y a trop d'obstacles de langue. Hein. Moi je baragouine un peu l'arabe, mais pas suffisamment pour soutenir une consultation. Je voudrais poser une question qui est vraiment une parenthèse parmi tout ce qui a été dit. Au fond, quelle est la différence entre Médecins du Monde et Médecins sans frontières, parce que j'ai vu que vous étiez soutenu par Médecins du Monde. Je sais qu'à l'origine, il y a eu un schisme. Oui. Donc il y a eu un schisme, donc ça c'est Kouchner. En fait, Médecins du Monde a été créé par Bernard Kouchner, qui était un peu en colère contre Médecins sans frontières, qui avait à un moment donné refusé de témoigner de certaines choses. Ah, c'est ça. Et tout à fait à l'origine, je pense que c'est ça qui a provoqué le schisme. Et en fait, actuellement, Médecins sans frontières, je dirais que très grossièrement, parce que malgré tout, des deux côtés, il y a un peu les deux aspects, mais en principe, Médecins sans frontières s'occupe surtout des urgences humanitaires, et Médecins du Monde travaillent plus dans le long terme. Ah, c'est ça. C'est ça. Alors, j'ai vu plusieurs étudiants qui ont encore levé le doigt. Il y a François, il y a Olivier, il y a Sam de nouveau. Voilà, on commence par François. Je me posais surtout la question de savoir comment vous vivez ça au quotidien. Est-ce que vous ne vous sentiez pas un petit peu découragé au fur et à mesure de voir ces événements? Ah oui, oui. J'imagine que le moral ne devait pas être toujours au plus haut dans les... Heureusement, on a un groupe assez soudé. Chaque fois qu'on parle, on était à 8. On a un groupe assez soudé. Et c'est vrai que tous les soirs, on fait un débriefing parce que enfin bon, en même temps, c'est vrai qu'on rit aussi beaucoup. On rit aussi avec les gens. Parce que je pense que c'est rire pour ne pas pleurer aussi. Je pense que c'est vrai que c'est vraiment très... Et en plus, c'est vrai que... Enfin, c'est assez curieux, parce que l'année dernière, la première année qu'on a été, il y avait beaucoup de violence, donc il y avait beaucoup d'attaques. Ce qu'on n'avait pas l'année passée, quand on y était, c'était vraiment juste avant l'offensive, et c'était encore dans la période où il y avait le cessez-le-feu. Et la situation était assez calme, et c'est vrai que les gens nous disaient « Oh là là, on respire ». Alors c'est vrai que la situation n'était pas facile, que les gens sont découragés, qu'ils ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas entrer. C'est vrai que par exemple, les médecins là-bas, et c'est une des choses que nous faisons chaque fois, nous allons donner des cours de formation continue. Par exemple, ça c'est une des choses qu'ils nous demandent de faire, en disant écoutez, nous ici on n'a plus de contact avec l'extérieur, alors même s'ils ont internet, ça ne remplace quand même pas un contact avec des collègues. Et c'est vrai qu'on a fait des formations continues. Cette année-ci, par exemple, on a donné une formation sur les urgences en médecine générale. Et c'était vraiment chouette, quoi, parce que c'était vraiment... D'abord, on a affaire à des gens très bien formés, mais qui eux-mêmes sont très désespérés des conditions dans lesquelles ils sont obligés de travailler. Et à la limite, c'était intéressant pour... Enfin, nous avons appris aussi des choses, parce qu'ils sont en train de faire avec des bouts de ficelle des trucs que nous, on ne sait plus faire si on n'a pas l'hôpital à côté, quoi. Donc c'était assez intéressant. Mais comment, en tant que tel, est-ce que vous seriez prête à y retourner? Ah oui, bien sûr. Je pense que vous ne découragez pas? Non, parce que je pense que là, on essaye de chaque fois élaborer, enfin on essaye d'apporter quelque chose. C'est vrai que leur demande c'est cette formation continue, donc chaque fois on y va et on consacre toute une journée à faire de la formation continue, à la fois avec les médecins, mais aussi avec le personnel paramédical, et cette année-ci on a inauguré aussi une partie du projet en santé mentale, où on a rencontré le responsable, le professeur Sarraj, là que vous avez vu sur la dernière dia, qui est le responsable des services de santé mentale et qui nous disait, écoutez, le besoin est tel qu'on a dû engager 150 psychothérapeutes, mais pour lesquels on n'a aucune supervision. Donc en fait, ce que eux cherchent, et donc là pour le moment on est en train de réfléchir à voir comment trouver des financements, soit pouvoir envoyer quelqu'un là-bas, mais il faut quelqu'un
arabophone, ou même éventuellement on réfléchit à la possibilité de le faire par visioconférence. Olivier? Moi j'aimerais poser une question, c'est qu'est-ce qui vous a donné cette flamme, enfin, cette envie justement de vous lancer dans l'humanitaire et tout ça, parce que c'est quand même quelque chose de pas facile d'aller justement, on a dit mon compagnon de classe, d'aller à Gaza et d'aider les gens, même si c'est comme témoin, mais c'est quand même des risques pour sa vie son âme, donc il faut quand même une certaine flamme intérieure pour... Vous savez, c'est très relatif ça, c'est très relatif parce que je pense que quand on est... c'est assez curieux, c'est souvent les gens qui savent, et au fond quand on est dans des endroits dits problématiques sur le plan de la sécurité, assez curieusement c'est une préoccupation qu'on n'a pas vraiment. Et je vous dirais, j'ai été au Congo dans des moments où où ça tirait un peu dans tous les sens. Vous savez, en tant qu'Européens, quelque part, on est extrêmement privilégiés. Hein. Je pense que le risque que nous courons est quand même assez faible. Mais en même temps, il n'est pas nul, mais je dis aussi qu'on peut se faire... on peut se faire attaquer ici à Bruxelles, on peut se faire écraser par une auto, plus qu'à Gaza d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus beaucoup de autos à Gaza, beaucoup d'ânes. Donc, je pense que, vous savez, souvent c'est le hasard des rencontres qui fait qu'à un moment donné on dit tiens, ben oui, on m'accorde une certaine compétence dans tel domaine et on me demande de venir, oui, j'y vais. Je suis personnellement assez curieuse toujours. Il n'y a pas un élément qui vous a lancé, parce que généralement parfois c'est de voir quelqu'un justement. Non, parce que vous savez, j'ai envie de dire qu'on en voit tous les jours. Donc, mais c'est simplement, au fond, je pense que c'est vraiment le hasard des rencontres qui fait qu'à un moment donné, on se dit tiens, là il y a des gens qui ont besoin de certaines compétences et on me les attribue, pourquoi pas. Hein, je veux dire, avec les sans-papiers, ça a aussi été comme ça, les suivis des grèves de la faim. Je veux dire, c'est vrai qu'au départ, il y avait très peu de gens qui savaient comment gérer ces situations-là. Bon, il se fait que nous avions été amenés à intervenir dans d'anciennes grèves de la faim et qu'on avait rassemblé quand même une certaine documentation là-dessus et qu'on était capable de le faire. Donc c'est comme ça qu'on y a été aussi. Hein. Alors, je crois qu'il y a encore 2 étudiants et 3, 4. Ah, c'est parce que je crois que le docteur Villard a d'habitude sa consultation à 16 heures à Bruxelles, donc il ne faudrait pas la faire trop longue quand même. Hein. Alors, je propose que ce soit d'abord Fanny. Donc, moi, j'ai bien compris qu'au départ, vous travaillez sur Bruxelles, beaucoup avec les sans-papiers et des populations assez démunies. Mais franchement, moi, je retire mon chapeau parce que déjà là, ça ne doit pas être évident moralement, je pense, parce qu'il faut quand même avoir un fameux cran, il faut avoir beaucoup de mental parce qu'on voit déjà pas mal de choses qui ne sont pas très gaies, pas très jolies toujours. Mais je suppose qu'à Gaza, ça doit être. Mais là, comme ici, ce qui est riche, c'est la rencontre humaine. Je pense qu'il ne faut jamais oublier cet aspect-là. C'est que, d'une manière ou d'une autre, je vis dans un certain confort. Je ne me demande pas le soir, tiens, aujourd'hui, j'ai mis que des sans-papiers, qu'est-ce que je vais manger? Je pense que le problème ne se pose pas dans ces termes-là. Je pense que ce qui est riche, c'est les rencontres. Et c'est clair que si j'ai choisi ce métier-là, c'est aussi pour ça. Mais justement, les rencontres dont vous parlez, quand vous êtes à Gaza pendant toute une période, vous rencontrez des gens, il y a fatalement des liens qui se oui, il y a des désirs que vous voulez faire pour ces gens-là, et vous devez partir, c'est frustrant. C'est pas frustrant parce qu'on part en se disant, eux-mêmes se réalisent très bien qu'on ne va pas apporter une solution ponctuelle comme ça à leur problème, mais chaque fois qu'on part, ils nous disent parlez de nous, et je pense que ça, on essaye en tout cas de le faire, pendant que je suis ici, on essaye en tout cas de faire ça, et je pense que pour eux, vous savez que c'est la première demande qu'ils nous font, qu'on ne nous oublie pas. Je pense que c'est la première demande qu'ils ont, c'est ça. Ne nous oubliez pas. Sam. Oui, je voulais vous demander, quand vous avez parlé de l'exemple de la reconstruction artérielle, je crois, ouais. Et entre parenthèses, sur votre slide, il était mis difficulté de faire passer des malades par la frontière, et entre parenthèses, il était mis adulte. Je me demandais s'il y avait une différence entre... Alors, c'est un petit peu plus facile pour les enfants, enfin, comme vous avez vu, il y avait quand même 2 enfants qui sont morts, là, certainement. C'est un peu plus facile pour les enfants, parce que les enfants peuvent difficilement être interrogés par la sécurité israélienne. Mais pour les adultes, c'est vraiment... Et en plus, les adultes, il y a toujours cet argument de « c'est un membre du Hamas ». Alors,
c'est quoi un membre du Hamas? C'est quelqu'un qui a voté pour le Hamas, c'est quelqu'un qui milite pour le Hamas, c'est quelqu'un qui fait partie de la structure du Hamas. C'est extrêmement flou. Hein. Une petite question. Est-ce qu'il y a des médecins israéliens qui soignent la population à Gaza? Non. Et ils peuvent pas. s'ils ne le peuvent pas, c'est ça? Ils peuvent pas. Aucune association non plus? Non. Et si je peux encore m'oublier la parole. J'avais vu il y a longtemps, pour le problème de l'eau, que même quand ils en ont, elle leur est vendue extrêmement cher. C'est toujours le cas, ça? Alors ça, c'est surtout le cas en Cisjordanie. En Cisjordanie. À Gaza, c'est pas trop. À Gaza, non, ils ont des pompages à Gaza, alors que c'est tout comme ça, mais... Et là, pour les bombes au phosphore, il y a la réaction au niveau des autres pays, comment a-t-elle été? Personne ne se lève contre ça au niveau des États. Mais quand même, il y a quand même eu d'abord des manifestations importantes. Quand même, on a rassemblé à Bruxelles, je pense, une des plus grosses manifestations depuis très très longtemps. C'est fait quand même sur la guerre à Gaza. Et c'est vrai que le rapport Goldstone a quand même été demandé par le Conseil des droits de l'homme, qui est quand même l'émanation des pays, donc il y a quand même un certain nombre de pays qui ont réagi. Alors c'est vrai, il faut reconnaître que la communauté européenne est lamentablement absente. Elle est pleutre, enfin, je ne le dis pas de moi, c'est dur, parce que je pense que si la communauté européenne se posait dans ce débat-là, je pense que ça pourrait faire évoluer les choses. Le problème, c'est que la communauté européenne, plus on est de fous et moins on rit. Hein. Le problème, c'est qu'il y a de grosses divergences entre les Polonais. Assez curieusement, par exemple, la Hollande a voté contre le rapport, la création de la commission. Puissance économique aussi. Et Israël est une très grosse puissance économique, et puis il y a quand même un lobby derrière. Enfin, aux États-Unis, c'est un problème, mais par exemple, la Hollande, je ne suis pas certaine que ça soit totalement absent du débat. Hein. Alors, Nel? Moi, ce que je veux demander, je m'interroge, mais il bloque les entrées, donc il y a les tunnels. Mais est-ce que ça ne pose pas de problème pour l'Égypte, ça? Donc donc il va y avoir, si on a autant, c'est qu'il y a quand même un certain passage. Donc ça doit poser des problèmes pour l'Égypte. Donc ça fait... pourquoi les gens ne s'enfuient pas, par exemple? Bon, d'abord, ces tunnels il faut savoir ce que c'est un tunnel. Hein. C'est 1,20 m de large. C'est 1,20 m de large. Hein. Il faut descendre à 30 mètres de profondeur. Il faut faire 200 mètres à 4 pattes. Et puis, il faut remonter 30 mètres de l'autre côté avec un treuil. Donc, le passage de personnes est possible, mais il est extrêmement réduit. En plus, il y a très régulièrement des tunnels qui s'effondrent. Hein. C'est un gruyère, hein, cette zone. Il faut quand même se rendre compte que si c'est en tunnel, enfin, on voit, hein, les entrées de tunnels sont les unes à côté des autres. Et d'ailleurs, parfois, on nous racontait qu'ils creusent ces tunnels à la boussole, et puis parfois, ils sortent et ils sont toujours à Gaza. Pas de chance. Ils ont creusé pendant 300 mètres et ils sont toujours à Gaza. Et simplement, ils ont fait une boucle. Donc, c'est pas très sécure quand même, ces tunnels. Hein. Et en plus, je pense que l'Égypte contrôle ce qui se passe de son côté, mais c'est une manne économique extrêmement importante hein, pour les Égyptiens, il ne faut pas oublier ça. Il y a un trafic là. En fait, les gens qui sont nantis à Gaza font leurs commandes. Hein. Nous, on a vu l'année dernière un gamin qui était un creuseur de tunnels, qui était sur une moto, je ne dis pas, hein, qui était passé en pièces détachées et qui avait remonté. Donc, tout ça, les Égyptiens vendent. Hein, c'est par là que ça passe. Voilà, alors je suis désolé, mais notre technicien vient de me signaler qu'on n'a plus que quelques minutes de pellicule. Voilà, d'autant plus que le docteur Willard va retourner, comme je l'ai dit tout à l'heure, à sa consultation. Et donc je ne voudrais pas qu'elle fasse un accident de voiture sur la route, parce qu'on a dit que Gaza est dangereux, mais que la Belgique, voilà, et que circuler sur l'autoroute, ça peut être mortel aussi. Donc voilà, on va devoir terminer ici. Simplement, je voudrais quand même formuler une réflexion qui n'attend pas vraiment de réponse, parce que c'est un débat en soi. Hein, c'est que, à Bruxelles, comme beaucoup de gens, je fréquente aussi bien des populations, comment dirais-je, migrées d'origine arabe, j'ai un certain nombre d'amis juifs, et c'est typique, évidemment, comme les choses, comme les gens se polarisent, inévitablement, c'est un sujet auquel on ne peut pas rester indifférent.
Hein, mais c'est vrai que dans le cadre du gouvernement israélien et d'autres juifs que je fréquente, c'est manifestement un problème, je dirais, qui relève de l'anthropologie familiale, si je puis dire, ou de la psychanalyse, parce que ou bien on s'identifie complètement en position du gouvernement israélien, et ça c'est la terre qu'il faut défendre, etc. Ou bien au contraire, j'ai des amis juifs par exemple à l'Union progressive des juifs de Belgique, où là, c'est la position évidemment inverse. Alors on se demande parfois si on ne résout pas, n'essaie pas de résoudre via le conflit israélo-palestinien des problèmes qui dépassent, je dirais, le conflit lui-même. Enfin, je ne vais pas aborder cette problématique-là, et c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu dans un syndrome de David et Goliath à l'envers, hein, pour le peuple juif, et bon, hein, voilà. Alors, je terminerai simplement pour les étudiants en leur montrant une page très générale, voilà, de Georges Corbe, Le Proche-Orient éclaté, 1956-2003, en folio histoire, qui permettra peut-être de replacer tout ceci dans un contexte plus général, puisque moi je suis professeur d'histoire, je ne suis pas témoin, je ne suis pas médecin, je n'ai pas été dans cette région-là, donc je ne peux pas aller plus loin. Je voudrais remercier le docteur Huidard pour son documenté, passionné, passionnant, comme le prouvent toutes les questions qui ont été faites, et ne vous en faites pas, vous trouvez ici devant 20 futurs enseignants qui ne manqueront pas de répercuter devant leur future classe tout ce qui a été dit ici. Un grand merci. C'est gentil.